Et le mercredi, puisque c'est l'entrepreneuriat, AI qui parle entrepreneuriat, dit, c'est justement, il y a la personne adéquate pour mieux nous structurer, pour nous permettre d'être des personnes aguerries, des personnes qui pourront être épanouies sur le plan professionnel. Qui d'autre que ce monsieur Francis Hérette qui peut nous donner des beaux conseils. Alors, dans un petit instant, dans un moment, c'est parti pour un bel échange avec Francis Hérette sur la question comment surmonter les comportements qui entravent notre réussite. Le sujet, le thème est déjà écrit inscrit au bas de votre petit écran. Nous lui disons bonjour et bienvenue. Bonjour Francis. Bonjour Mireille, bonjour Calvino. Bonjour Monsieur Francis Hérette. Merci d'être là encore une fois de plus ce mercredi, d'honorer à ce rendez-vous merveilleux, d'ailleurs qui semble pour moi, ma semaine commence généralement le mercredi. Parce qu'au moins je sais que je vais attraper quelque chose pour me permettre d'être plus épanouie, parce c'est un mercredi enrichissant. Et je suis certaine que ceux qui nous regardent aussi ne me diront pas le contraire. Non, non. Alors Francis, on parle de ces comportements qui entravent justement notre réussite ce matin. C'est d'abord les comportements, il s'agit d'abord de quoi? Parce que dans la phrase, le mot-clé, il y a comportement, il y a surmonter et il y a entraver. Voilà. Allons sur comportement. Voilà. Alors, nous parlons ce matin des comportements qui entravent notre réussite professionnelle. Eh bien, il se trouve que les comportements dont on parle ce matin sont des choses, sont des éléments qui nous caractérisent. Sont des choses que nous faisons au quotidien et qui, normalement, ne contribuent pas à notre réussite. Pour la simple raison que ce sont des comportements limitants. Vous savez, il y a deux types de comportements que nous avons. Nous avons des comportements limitants, d'une part, et les comportements limitants sont l'ensemble des comportements qui ne nous permettent pas d'avancer, qui ne nous permettent pas de grandir. C'est des comportements qui nous font stagner et dont nous sommes responsables de ces comportements et responsables de leurs résultats. Et de l'autre côté, nous avons d'autres comportements qui sont des comportements dynamisants. Des comportements qui nous permettent de sortir d'une situation par nous-mêmes. Ce sont des comportements qui nous rendent plus forts. Ce sont des comportements qui nous permettent de réussir. Et donc ce matin, nous parlons donc de l'ensemble de ces comportements-là qui nous limitent consciemment ou inconsciemment. Parce qu'il arrive qu'on ait des comportements inconscients, mais dont les résultats sont là, dont les conséquences nous peinent au quotidien. Et parfois, on se plaint, mais sans trouver de solution. Alors que la solution, parfois, c'est dans le comportement qu'il faut simplement changer, qu'il faut simplement redéfinir afin de pouvoir s'adapter. Et donc, au nombre de ces comportements, on va citer à quelques-uns les plus importants et qu'on va expliquer au fur et à mesure. Donc, le premier comportement que j'ai voulu identifier s'appelle l'infobésité. C'est-à-dire que c'est un mot composé de info et puis obésité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons la fâcheuse tendance de nous intéresser à beaucoup de choses. Peut-être parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un monde dans lequel l'information est tellement accessible, est tellement disponible que finalement, ça nous crée du tort. On s'intéresse. Ça ne nous embrouille pas, par hasard? Ça nous embrouille, ça crée de la confusion. On est partout à la fois. On veut tout connaître. On veut tout faire. Et souvent, en voulant tout faire, on se perd, on s'égare. On ne fait rien. On ne fait plus finalement rien.
Alors que les personnes qui réussissent, faites un sondage, les personnes qui réussissent sont des personnes concentrées. Elles font peu de choses, mais elles font ces choses-là à fond. Alors que la majorité des personnes font beaucoup de choses. On les oreilles partout, on les yeux partout, et finalement, on perd son temps parce qu'on n'est même plus, on n'est plus concentré, on ne sait pas ce qu'il faut faire à tel moment de la journée, parce qu'on est soit en train de discuter d'une information qui ne nous concerne pas, qui n'apporte rien à notre vie, qui n'apporte rien à notre métier, à notre compétence, parce qu'on est dans l'infobésité. Donc ça, c'est le premier élément et qui cause tellement de préjudice. L'autre comportement, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que nous sommes un professionnel, nous avons de la compétence, nous avons des résultats, mais nous doutons de nous. Et puis, nous remettons nos propres compétences en question. Ça, c'est très courant. C'est-à-dire qu'on a parfois du mal à se féliciter d'un résultat qu'on a eu. Parce qu'on a l'impression que on a mal fait. On a mal fait. Ou alors on l'a fait, mais on se dit c'est peut-être un coup de chance. Ça veut dire qu'on ne reconnaît même pas déjà nos propres compétences. Ça veut dire qu'on manque de confiance. On manque de confiance et c'est un phénomène qui arrive très souvent lorsqu'on est brillant ou lorsqu'on devient brillant. Brillant, ok. Et l'autre phénomène, c'est l'absence l'autre comportement qui est aussi très courant chez nous, c'est l'absence d'un plan de développement personnel. C'est-à-dire que nous avons une carrière, mais nous ne pensons pas à la développer. Nous pensons souvent que la carrière ou la réussite viendra seule, parce qu'on prie beaucoup, parce qu'on a le bon réseau, mais aujourd'hui, la plupart des gens ont le bon réseau. Et donc, la différence entre 2 ou 3 professionnels, c'est que celui qui va réussir le plus vite, ou qui ira le plus loin, en général, il sait exactement ce qu'il veut. Il sait quelles compétences développer. Et c'est donc la prise de conscience et l'élaboration d'un plan de développement personnel qui permet à certains de pouvoir se démarquer. Ok. Vous voyez parfois des gens qui sont dans un métier depuis 20 ans. Ils sont fatigués, ils ont fait toutes leurs armes, mais ne peuvent pas en sortir ou ne peuvent pas avancer parce qu'ils n'ont rien prévu. Et quand vous n'avez rien prévu, vous serez au même endroit. Et comme il y a de temps en temps des jeunes qui arrivent, des gens qui débarquent dans votre domaine d'activité, vous pourrez à un moment donné être à l'étroit et vous aurez du mal à vous exprimer. Ok. Et donc, l'absence d'un plan de développement personnel va entraîner un autre comportement tout aussi négatif. C'est la concurrence. Vous savez, imaginez-vous qu'un pilote rentre dans un avion et fait décoller l'avion sans direction, sans savoir où il va. Il n'ira nulle part. De même, un conducteur de train qui décide, par exemple, de prendre un train, il démarre, il sort de la gare, il ne sait pas où il va, il n'ira nulle part. Et donc, le comportement humain veut qu'à un moment donné, ceux qui n'ont pas de plan de développement personnel, ceux qui ne savent pas où ils vont, ils commencent à s'ennuyer et à faire la concurrence à leurs collègues. Et pour rien. Et pour rien. Ils commencent à faire de la concurrence, ils commencent à être jaloux, simplement parce qu'ils s'ennuient, mais ils ne savent pas comment donner une nouvelle orientation à leur carrière. Et donc voilà donc ramasser des comportements qu'on va pouvoir approfondir. Donc on a parlé de l'infobésité, on a parlé du syndrome de
l'imposteur, on a parlé de l'absence d'un plan de développement personnel. Et c'est ces comportements que nous avons tous, plus ou moins. Chez certains, c'est assez marqué et c'est pesant. Chez d'autres, c'est pas assez marqué. Et donc, les autres qui réussissent ne sont pas à l'abri de ces mêmes comportements. C'est vrai. Mais sauf que eux, ils ont réussi à les surmonter. Ah, oh. Et donc, ce matin, on va essayer de donner aux gens les clés qui leur permettront de surmonter ces comportements. Justement, comment donc éviter, parce que quand on parlait de l'infobésité qui est une sorte du trop-plein d'informations, Tautologue. et on se retrouve en train de tout faire. Oui. J'ai un cas de figure. Quelqu'un c'est elle qui veut faire, par exemple, elle se lance le salon de coiffure, Oui. institut de beauté, je préfère dire institut de beauté, ça veut dire esthétique et tout ce que ça comporte. C'est elle qui veut faire le bar, un snack bar, lounge. C'est elle qui veut faire, comment tu appelles ça, la vente des mèches et tout, machin et tout ça. Elle veut faire tout au même moment, à un moment. Et elle est même confuse. Quand elle est comme ça, comment est-ce qu'on peut la mener à faire un seul truc et pouvoir réussir là-dessus? Alors, pour réussir, il faut être discipliné. Quel que soit ce qu'on est en train de faire, pour réussir, il faut être discipliné. Et pour être discipliné, il faut savoir exactement ce qu'on fait, comment on le fait, comment l'améliorer tous les jours. Or, lorsqu'on est sur plusieurs tableaux, il est un peu difficile de pouvoir se poser les mêmes questions au quotidien. Vous pouvez avoir de l'intérêt pour plusieurs activités, mais vous aurez difficilement le temps de pouvoir bien faire toutes ces activités-là. Donc, il est important de pouvoir choisir. Il faut choisir ce sur quoi on veut se concentrer, choisir les activités qu'on peut déléguer. On peut très bien avoir un salon de coiffure, avoir un restaurant. On n'est pas forcément celui qui va gérer le restaurant au quotidien. On peut déléguer afin qu'on ait un responsable qui va gérer le restaurant et qui va nous rendre compte, pendant que nous allons nous concentrer sur le salon de coiffure. D'accord. Mais sauf que le fait que nous soyons dans une ère où il y a trop d'informations, on aura tendance à vouloir tout connaître sur tout. Et c'est à force de vouloir tout connaître sur tout qu'on va donc maintenant s'éparpiller. Vous voyez des gens qui commencent une activité. Parlant d'infobésité. Voilà. Vous voyez des gens qui, après 6 mois, vous dites par exemple, écoutez, j'ai commencé avec l'agriculture, mais je pense qu'il faut que je passe aussi à l'élevage. Vous le rencontrez 1 an plus tard, il vous dit, là, en dehors de l'élevage, j'ai appris que le voyage paye beaucoup. Donc, je vais ouvrir une agence de voyage. Et au bout de 5 ans, la personne aura tourné en rond et vous dira, j'ai fait 5-6 activités, je n'ai pas réussi. Mais en fait, la personne a été tellement dispersée. Elle n'a pas pris le temps de se concentrer sur une activité, de réussir, d'apprendre de ces échecs. On peut même se concentrer sur une activité et échouer. C'est pas mauvais. Au contraire, lorsqu'on voudra rebondir, on va s'inspirer de nos échecs pour pouvoir réajuster le tir. Donc, il est important de se concentrer, de limiter notre propre accès à l'information. Il arrive parfois que vous vouliez faire une recherche sur un sujet, vous allez en ligne et vous vous donnez par exemple 1 heure pour faire des recherches. Et vous arrivez en ligne, tellement il y a d'informations que vous vous dispersez, vous oubliez ce pourquoi vous étiez en ligne. Vous passez 3 heures à faire des recherches sur tout et sur rien. À papoter. Et ça tue. Et ça tue, justement. Voilà. Ça tue. Monsieur, honnêtement, merci. Pendant que... Lorsque vous vous fatiguez, vous vous rendez compte que mais, ce pourquoi je suis allé en ligne, c'était même pourquoi. C'était même pourquoi. Vous voyez?
Pendant que tu es là, tu entends, après tu vois, on envoie un truc, boum, Aïcha Kouamas, Aïcha Kouamas. Elle en direct. Donc, Tu pars là-bas. Après tu dis, boum. Oui. Monsieur Red. Donc, l'infobésité est un ennemi très sérieux de notre réussite professionnelle. Oui. Il faut savoir se concentrer, il faut savoir filtrer l'information et savoir dire non à des informations qui ne nous apportent à rien. Donc, c'est un peu ça. Essayez donc de filtrer. De filtrer. Et plus on va filtrer, plus on sera concentré. Et plus on est concentré, mieux on réfléchit et on a plus de chances d'avoir les résultats que nous recherchons. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas réfléchir sur 5 business au même moment, en même temps. Parce on sera dispersé. Autant mieux se concentrer sur un seul et puis terminer avec ce projet pour aller faire un autre, c'est ça? Oui. Pour lancer un autre projet. Apprenons à faire une chose à la fois. Et chaque projet est assez complexe. Même si on a l'argent, même si on a le temps, tous les projets que nous pouvons initier sont complexes. Parce que le marché est assez vaste, le marché est assez dense, et nous ne sommes pas les seuls sur le marché. Donc, il faut prendre le temps d'apprendre, il faut prendre le temps de délimiter sa superficie, il faut prendre le temps d'étudier le comportement des consommateurs, ça prend du temps. Le temps de mettre sur pied des produits qui vont répondre aux exigences de la clientèle, ça prend du temps. Et donc, pour chaque business, il faut du temps. Et parfois, faire tout ça au même moment, c'est pas toujours intéressant. Donc, ce qu'il faut faire, c'est apprendre à gérer une chose à la fois. Se donner du temps avant de passer à autre chose. Or, les gens, très souvent, se plaignent de ce qu'ils ne réussissent pas, alors qu'en 6 mois, ils ont lancé 5 activités. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils vont vous dire qu'ils ont perdu de l'argent, ils vont vous dire que le marché n'a pas répondu à leur projet, ils vont vous dire beaucoup de choses, mais en fait, ils ne sont pas le fond des choses. Ils ont simplement effleuré et après, ils se sont plaints de leurs échecs. Alors qu'en fait, c'est des gens qui étaient obèses sur le plan de l'information. Mais ça peut même pousser à, comment on appelle ça, à une sorte de dépression même par la suite. Oui, ça peut. Lorsqu'on connaît parfois trop d'échecs, ça peut avoir un surmenage, un stress. Ça peut avoir un impact sur nous. Il y a des gens qui travaillent beaucoup, mais qui travaillent très mal. Il ne suffit pas de travailler, par exemple, 5 heures par jour. On peut travailler 2 heures par jour et avoir de bons résultats. Tout comme on peut travailler 35 heures par semaine pour n'avoir aucun résultat. Donc, tout au niveau de la stratégie, plus on travaille sa stratégie, moins on s'essouffle, moins on sera dispersé. Or, aujourd'hui, le fait d'avoir les réseaux sociaux, le fait d'avoir Internet, a fait malheureusement que les gens sont submergés d'informations et ils pensent pouvoir avancer parce qu'ils ont lu 15 articles, ils ont lu 20 articles, ils ont regardé 50 vidéos. On peut très bien percer dans un domaine en ne regardant qu'une seule vidéo, en ne lisant qu'un seul article. Monsieur, je voulais savoir, avant d'évoluer dans les techniques, comme vous disiez tout à l'heure, pour aider, n'est-ce pas, les gens à sortir de leur film, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a les différents types de comportements? C'est-à-dire, j'essaie de m'expliquer, c'est-à-dire que, est-ce qu'il y a des gens qui ont des comportements ainsi, que ce sont des comportements innés, par exemple, ou alors que ce sont des comportements qui sont dus peut-être à un groupe, parce qu'il y a des gens qui fonctionnent en groupe ici dehors pour réussir, monsieur Héret. Donc, je voulais savoir quels sont les types de comportements, les différents types de comportements qui existent. Avant maintenant d'entrer. Bon. Lorsque nous naissons tous dans une famille. Et notre famille appartient à une société. Donc, il y a des comportements qui nous sont propres, que nous avons développés et qui sont liés à notre personnalité. Nous avons des comportements que nous avons hérités de nos parents, que nous avons hérités de nos proches, hérités de nos amis. Et parmi ces comportements, il y en a qui sont des comportements dynamisants et des comportements limitants. Donc, en toute chose, il faut toujours se demander, est-ce que tel comportement que j'ai, est-ce qu'il est plutôt dynamisant ou est-ce qu'il est plutôt limitant?
quand un comportement est dynamisant, qu'il nous vienne d'un ami, de la famille ou bien de notre environnement professionnel, c'est un bon comportement. Voilà. Mais quand un comportement est limitant, peu importe son origine, un comportement limitant va toujours vous limiter. D'où le mot comportement limitant. Et donc, le travail qu'il y a lieu de faire, que chacun de nous doit faire, c'est d'essayer de recenser nos comportements afin de les classer, afin de savoir quels sont mes comportements limitants et quels sont mes comportements dynamisants. Et comment est-ce que je peux travailler afin que mes comportements dynamisants soient plus nombreux, afin qu'ils impactent davantage ma vie, afin que je puisse réussir. Justement, on répond quoi à cette question? Prenez un comportement comme l'autoglorification. Alors, l'autoglorification est une tendance pour quelqu'un de toujours trouver qu'il fait très bien, qu'il est très fort, qu'il est très bon, il est très brillant, qu'il est très brillant et frappe la poitrine. Alors, c'est un comportement très pernicieux. Parce que, à force de s'auto-glorifier, on finit par devenir suffisant. On finit par ne plus travailler. On finit par ne plus faire d'efforts. Prenons par exemple un sportif de haut niveau qui estime qu'il est très bon. Chaque fois qu'il marque un but, il attire l'attention du public. Quand il va aux entraînements, au lieu de s'entraîner, il rappelle aux autres que lui, il marque les buts à chaque match. Vous voyez que ce genre de sportif, à un moment donné, va commencer à baisser. Parce qu'il ne travaillera plus. Parce qu'il est convaincu qu'en fait, il est le meilleur. Pourtant, lorsque vous voyez par exemple les champions aujourd'hui, on prend juste le tennis, quand vous voyez les champions d'aujourd'hui, ils gagnent une finale dimanche, lundi, il est à l'entraînement. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il ne faut pas se contenter pendant très longtemps d'une victoire. Donc, quand on a de la réussite sur le plan professionnel, même sur le plan personnel, il faut se féliciter. Mais il ne faut pas trop en faire. Or, l'autoglorification consiste à continuellement se féliciter au point de penser qu'on est le meilleur, ce qui entraîne la suffisance. Or, la suffisance est un comportement pernicieux qui vous donne l'impression qu'en fait, vous êtes l'alpha et l'oméga. Ouais. Wow. Bon, oui, il y avait ça, parce que, et c'est très bon de le notifier, Francis. Dans les comportements aussi que vous avez cités, il y avait, c'est vrai qu'il y avait les facteurs dynamisants et limitants. Et limitants. Parce que faire de ces personnes, justement, qui se sentent tout le temps limitées, qui ont ce manque de confiance, qui ont tout le temps, ils se disent que ce qu'ils font, c'est peut-être pas bon. Peut-être ils sont bons, ils ne le savent pas. Oui. Et ils sont limités. Ils se disent, je ne peux pas aller plus au-delà de ce que je suis en train de faire. Que dire donc de ces personnes? Alors, ces personnes, ce qu'elles doivent faire, c'est d'abord faire une introspection. Une introspection qui va consister à énumérer ce qu'elles pensent être leur problème. C'est-à-dire que si elles manquent de confiance en elles, qu'elles notent. Je manque de confiance en moi. J'ai peur de m'exprimer en public. Ça fait longtemps que je n'ai plus assisté à un séminaire de formation. Je suis frustré. Vous voyez, le fait de noter tout cela permet à la personne de pouvoir s'exprimer, de prendre conscience de son problème. Parce que mes problèmes ne sont pas ceux de Calvino. Oui. Calvino a ses problèmes et s'il veut me regarder et afin de résoudre ses problèmes, il n'y arrivera pas. Mais s'il a le courage d'identifier ses problèmes à lui, alors il pourra facilement trouver des solutions. Donc il faut d'abord énumérer. Après avoir énuméré, maintenant se demander qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour pouvoir surmonter cette difficulté.
Je manque de confiance en moi. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir surmonter le manque de confiance en moi? Est-ce que je vais chercher un coach de vie qui va m'aider? Est-ce que je vais lire des bouquins sur des techniques? Est-ce que je vais aller en ligne chercher des réponses? Parce que le fait de prendre conscience d'un problème qu'on a, c'est la première étape. Mais l'autre étape, et parfois la plus importante, c'est quelle est l'action que je vais mener afin de surmonter ce comportement-là. Or, la plupart des gens se limitent parfois juste à se plaindre. Ils se plaignent et parfois ils ont même identifié le problème, mais ils ne prennent aucune action. Et conséquence, il ne se passe rien. 20 ans plus tard, la personne a les mêmes comportements. Et parfois, ces comportements sont même empirés. Vous imaginez ce que ça peut faire. Imaginez quelqu'un qui est suffisant et vous le rencontrez 20 ans plus tard, il a plutôt empiré sa situation. Mais est-ce que c'est ça qui est limitant? La suffisance est très limitante. C'est très limitant. Parce que quand on se suffit, on a l'impression qu'en fait, on est le centre du monde. On a l'impression qu'on n'a plus besoin de faire d'efforts. On a l'impression qu'on connaît tout et qu'on se suffit justement. Or, lorsqu'on est ouvert, lorsqu'on est humble, parce que celui qui est humble sait qu'il ne sait pas. Alors que celui qui est suffisant ne sait pas. Mais malheureusement, ne sait même pas qu'il ne sait pas. Il ne sait pas. Vous voyez? Là, c'est un malade qui s'ignore. Or, la personne humble est un malade qui sait qu'il est malade et qui va vers un médecin. Et comment donc faire pour... on revient parce qu'on va aller d'abord retrouver le Vox Pop. Ah oui, l'homme de la rue. Oui. L'homme de la rue, bien sûr. On va aller et regarder. C'est du côté de Yaoundé, comme toujours. Moi, les réponses, je crois... ça varie, ça change. On leur a posé des questions. C'est comme si chacun avait sa solution. C'est Thierry Hond et Dieudonné Niassac pour ces images à toutes. Le Vox Pop. Papa, je pense que c'est un travail qu'on doit faire en soi. Je sais. Le problème, c'est nous-mêmes. Et il faut psychologiquement, pour être stable, il faut faire beaucoup de sport. Pour moi, moi particulièrement, je fais beaucoup de sport. Ça m'aide à faire le travail à moi et ça me permet de m'épanouir sur une attitude, par exemple une addiction à l'alcool. Je fais le sport, j'évite de me retrouver dans les endroits où je sais que je vais encore plonger directement. Et puis bon, doucement, doucement, c'est un travail c'est de longue haleine. Ce n'est pas comme se lève le matin et puis on réussit. Hein. C'est doucement, doucement. C'est ce que je pense. Au pays, on a plusieurs trucs qui peuvent nous empêcher. Par exemple, comme peut-être tu peux peut-être envie de faire quelque chose, mais du coup, bon, il y a toujours nos frères camerounais qui peuvent toujours nous empêcher à ne pas faire ce qu'on voulait le faire. Donc c'est un peu du genre là. Déjà que me voici maintenant, je suis en train de chercher un travail, mais du coup tu peux arriver quelque part, on te dit peut-être qu'il faut la négociation, tout ça, mais tu as quand même le niveau. Mais pour que tu travailles, c'est vraiment très très difficile. Donc c'est un peu ça. Bon, d'abord, je vais essayer de voir le comportement de la personne qui est en face de moi. Donc c'est d'abord un problème d'éducation. Si c'est une personne qui réfléchit d'une manière positive, je saurais comment prendre des mesures pour l'amener à essayer à éviter cela. Mais si c'est quelqu'un dans sa manière d'agir, vous voyez que ce n'est pas une personne qui est compréhensive ou bien qui ne sait pas ce qu'elle est en train de faire. Moi, je crois que je vais minimiser et puis laisser passer. Hein. Bon, présentement, je crois que j'irai peut-être rencontrer quelqu'un, soit un prêtre. Présentement, j'irai rencontrer un prêtre. Ok, n'est-ce pas, s'il essaie de voir si on peut, s'il peut, n'est-ce pas, faire certaines prières à mon égard. Tout c'est d'abord dans la tête. Et dans la vie, il faut être positif dans ce qu'on doit faire. Il ne faut pas être négatif, il faut être positif. Il faut être assidu, il faut être courageux, brave, et intelligent, intelligible, et être toujours avec le flair,
des actions négatives de la vie. C'est tout. Toute chose dans la vie, c'est difficile. Pour avoir telle chose, tu souffres, tu ne vois rien. Mais après un temps, c'est une surprise que ça peut te surprendre que tu as ce que tu voulais. Donc, pour te dire mieux que la vie n'est pas facile. Ok, pour moi, je dirais qu'il faut déjà être objectif. Et en plus de cela, il faut déjà aussi se connaître soi-même. Parce qu'il est important de savoir se connaître. Quand je dis se connaître, c'est pouvoir savoir ce qui peut jouer contre nous. Si par exemple on rencontre quelqu'un d'impulsif, il faut savoir être tempérant, savoir garder son sang-froid. Pour moi, c'est un peu ça. Donc je maximise, je me dis ok, il faut être calme. Pour être calme, il faut aller au-delà de la situation qui est en train de se présenter à l'instant T. Le silence et le recul sont toujours les meilleures solutions. Quand vous êtes face à une difficulté, vous faites le recul sur vous-même et puis vous réfléchissez en silence et vous trouvez la solution. Francis, je voyais Francis qui ne faisait que rire. Tous les intellos là. Oui, les comportements là, c'était pour les autres, hein, pas oui, pour eux. on parle de comportement, mais les gens sont toujours portés vers le jugement d'autrui. Voilà. C'est autrui le problème. En fait, comme on dit, les autres c'est l'enfer. Nous c'est le paradis, nous sommes au ciel. Alors, pour être plus sérieux, nos comportements, nous sommes à la base de nos échecs et aussi de nos réussites. Alors, lorsque nous avons des comportements dynamisants, alors forcément, ces comportements nous permettent de monter, de grimper et finalement d'atteindre nos objectifs. Parce que quand on a des comportements autonomisants, quand on a des comportements dynamiques ou bien dynamisants, on est forcément positif. On est forcément battant. On est forcément travailleur. On est forcément assidu. Confiant. C'est-à-dire que toutes ces qualités-là, en fait, découlent des comportements. Parce que souvent, les gens disent qu'il faut être positif. Mais on est positif lorsqu'on a certains comportements. Et il y a des comportements qui nous permettent justement de devenir positifs. Donc si on n'a pas à la base ces comportements-là, on ne sera jamais positif. Prenez quelqu'un qui, par exemple, n'a pas un plan de développement personnel. Donc il ne sait même pas où il va. Et donc cette personne-là ne saisira aucune opportunité. Et vous voudrez qu'elle soit positive dans quel sens? Elle va espérer quoi? Elle va croire en quoi? Donc quand on ne sait même pas déjà qui on est, on ne peut même pas espérer aller quelque part. C'est ce que la dame a dit, connaître soi-même. Il faut d'abord se connaître soi-même. Il faut d'abord se connaître soi-même. Prenez par exemple la suffisance. Lorsqu'on est suffisant, on peut être optimiste, mais ça ne changera rien. Parce que justement, l'une des conséquences de la suffisance, c'est la stagnation. Oui, on restera sur place. Parce qu'on pense qu'on connaît tout, qu'on est le plus beau, on est le plus compétent, on est la plus belle. Et que les choses doivent nous sourire. C'est pourquoi nous sommes justement suffisants. Monsieur, quels sont les facteurs qui influencent même le comportement? L'environnement. Alors, il y a l'environnement, il y a l'état d'esprit, il y a les valeurs. Je vais expliquer. Vos valeurs sont des choses auxquelles vous croyez très fort. Par exemple, la justice, par exemple, la générosité, ce sont des valeurs. Alors, donc, vos valeurs vont vous permettre de développer certains schémas de pensée. Et ces schémas de pensée-là vont se traduire par des comportements bien spécifiques. Prenons un exemple. Des personnes irresponsables
vont parfois vous dire, écoutez, moi je bois parce que tu bois, tu meurs, tu ne bois pas, tu vas mourir. Voilà. Moi je fume comme je veux, tu fumes pas, tu meurs, tu fumes, tu ne voudras pas mourir. Alors, ça c'est l'état d'esprit d'un aventurier négatif. Oh. Et donc, à partir donc, de ces valeurs-là, on peut imaginer ces comportements. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont à la limite des désordonnés, c'est des gens qui aiment le libertinage, parce que pour eux, il n'est pas question de respecter les règles, de respecter les normes. Et quand on ne respecte pas les normes, en général, on a du mal à vivre en société. Donc ce sont des gens qui vont par exemple vous dire, écoutez, moi je fume parce que le médecin qui est devant moi, il fume. Il fume. Donc conséquence, je peux fumer. Donc c'est pas mimétisme qu'on suit. Pas mimétisme. Donc c'est donc ces valeurs-là qui déterminent nos comportements. Quand vous rencontrez quelqu'un, quand vous voyez sa façon de se comporter, vous pouvez imaginer ces valeurs. Maintenant, notre éducation aussi influence nos comportements parce que nous avons reçu certaines valeurs de nos parents, certaines valeurs de nos enseignants. Prenez un exemple. Quand vous prenez deux enfants, l'un qui a fait des études scientifiques, l'autre qui a fait les études littéraires, vous allez voir que chez, par exemple, le scientifique, il y a la rigueur dans le raisonnement. Il y a une façon d'appréhender les problèmes parce que sa formation de scientifique a fait qu'il ait développé cette rigueur-là. Et dans sa vie, vous allez voir qu'il y a des comportements que la personne a, qui découlent simplement du fait qu'elle a été au contact d'une certaine rigueur scientifique. Voilà. Donc, les valeurs sont un aspect très important. Quand parfois vous écoutez des gens vous dire, écoutez, moi je pense que mon destin c'est qui est écrit quelque part dans un grand livre là-bas et je suis là juste pour exécuter. C'est des gens parfois qui sont des paresseux, qui refusent de faire le moindre effort parce qu'ils sont persuadés que leur destin est écrit. Voilà. À l'inverse, celui qui ne croit pas en cette définition-là du destin aura forcément un comportement différent. Donc, nos valeurs inspirent nos comportements. Nos valeurs déterminent notre façon de penser, notre manière d'être et par conséquent, nos comportements. Waouh. Comment donc surmonter justement tous ces comportements que vous venez de citer à l'instant pour justement comment surmonter ces comportements justement qui entravent à notre réussite professionnelle? Alors, qu'il s'agisse du syndrome de l'imposteur, de l'autoglorification, de la suffisance, de l'absence de plan de développement personnel, vous vous rendez compte qu'en fait, la base, ce sont nos valeurs. Donc, nous devons modifier nos valeurs. Et pour modifier nos valeurs, il faut simplement s'asseoir et se demander qu'est-ce qui influence mon comportement le plus souvent? Qu'est-ce qui influence ma façon de penser? Prenez par exemple quelqu'un qui est né dans une société où on a fait croire à ses parents et à ses grands-parents qu'ils étaient des êtres humains inférieurs. Vous voyez, la personne, un tel individu va grandir avec l'idée selon laquelle il vient d'une tribu ou d'une ethnie inférieure. Et il a deux possibilités. Soit il réussit à se convaincre ou à déconstruire l'idée que lui et les siens sont inférieurs afin de pouvoir s'affirmer, soit il va simplement accepter et sombrer. Mais monsieur Red, donc vous voyez donc que le fait de remettre en question nos valeurs nous permet d'aller au-delà du comportement
pour aller déconstruire les modèles de pensée qui nous ont, qui ont déterminé nos comportements aujourd'hui. Mais depuis ces valeurs, M. Red, c'est tout un enseignement. Oui, bien sûr, c'est des séminaires, que j'anime. Prenez le cas aujourd'hui, par exemple, des femmes. Les femmes se sont beaucoup battues pour se faire respecter, pour avoir le droit de vote, pour aspirer à des salaires équivalents à ceux des hommes pour les mêmes postes. Et ça fait donc qu'aujourd'hui, par exemple, la plupart des jeunes femmes qui ont fait des études sont convaincues qu'elles ont les mêmes droits que les hommes. Et donc, elles ont des comportements qui reflètent ce schéma de pensée-là. À l'inverse, les femmes qui, jusqu'à ce jour, sont toujours dans l'infériorité, vont facilement se transformer en esclaves pour des hommes. Parce qu'en fait, le schéma de pensée qui domine chez elles, c'est celui selon lequel l'homme est supérieur à elle et qu'elle devrait se plier pour l'homme. Vous voyez? Et donc, ce schéma de pensée va entraîner des valeurs et va entraîner des comportements bien précis. Donc, pour déconstruire cela, pour casser cela, il faut remonter au niveau du schéma de pensée, voir quelles sont les valeurs qui alimentent le schéma de pensée, et maintenant déconstruire. Vous voyez comment les gens parfois se font manipuler, juste en faisant changer un élément de leur schéma de pensée, et les personnes pensent différemment. Mais pourtant, on peut se réinventer. Oui, mais le plus difficile, c'est que ce que je viens de vous dire là, le faire tout seul, c'est très compliqué. Et c'est pourquoi j'interpelle les gens à commencer à aller vers des professionnels. Parce que très souvent, quand on parle de certaines choses, des comportements, des valeurs, les gens veulent s'asseoir, aller en ligne et trouver les solutions. Vous pouvez connaître très bien le processus, mais parce que vous ne pouvez pas, à vous seul, changer ces comportements-là. Puisqu'il y a même des comportements qui parfois viennent des valeurs qui vous sont très intimes. Et donc, vous ne pouvez pas être à la fois juge et partie. Donc, les gens ont besoin d'assistance. Ils ont besoin de soutien. Il est temps de commencer à aller vers des professionnels qui vont vous aider à pouvoir réaliser certains nouveaux projets. Quand on parle par exemple de la feuille de développement personnel que les gens doivent avoir, certains se contentent parfois de rédiger un truc lundi et puis avant vendredi, ils l'ont oublié. Or, c'est un document qui devrait par exemple revoir toutes les semaines, tous les mois, et les mettre à jour au moins 3 à 4 fois par an. Or, c'est un travail qui exige qu'on soit accompagné, qu'on soit suivi. Déjà, on est très occupé à vouloir être performant, on est occupé à vouloir être le bon manager, à vouloir être le bon employé. Maintenant, à commencer encore à réfléchir à son développement personnel sans assistance, ça peut être vraiment difficile. Donc les gens doivent développer la culture d'aller vers des professionnels, aller voir des gens qui sont formés, qui sont outillés, qui vous permettront d'atteindre ces différents objectifs. Par exemple, l'infobésité. Quand vous allez vers un professionnel, il peut vous aider à être moins victime de l'infobésité. Or, vouloir parfois le faire tout seul parce qu'on a écouté un coach certifié parler à la télé ou bien parce qu'on a lu un article, ça ne suffit pas. Il faut se donner les moyens d'aller vers les professionnels et se dire « je voudrais changer tel aspect de ma vie, je voudrais changer tel aspect de ma carrière, aidez-moi à y arriver ». Coach, il est 11h52 minutes, le temps passe Je voulais juste te tellement. demander quelle est la différence entre la personnalité et le comportement, et l'attitude aussi, peut-être le comportement.
Le comportement, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit dans les actions que vous menez. Et les actions, et, par exemple, la paresse, c'est un comportement qui se voit dans votre capacité à pouvoir arriver à l'heure, votre capacité, par exemple, à pouvoir faire vos devoirs, la capacité à pouvoir tenir, par exemple, à pouvoir, par exemple, assister à une réunion dans les délais, vous êtes paresseux. Maintenant, la personnalité, c'est autre chose. Oui. Ouais. La personnalité, c'est les traits de caractère qui nous définissent et qui font partie de notre socle individuel. Ouais. Wow. Voilà, coach, on sort de cette émission. Qu'est-ce qu'on va dire donc à celui qui veut véritablement réussir sur le plan professionnel et se débarrasser des comportements qui peuvent entraver à cela? Voilà. Alors, le sujet d'aujourd'hui n'est qu'une partie d'un grand séminaire. D'un grand séminaire que j'ai souvent eu à animer, que ce soit en ligne ou bien en présentiel. Alors, parce qu'on a déjà évoqué d'autres choses avant aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se concentrait uniquement sur les comportements. Donc, ce n'est pas l'autre qui est notre problème, c'est nous-mêmes. Il faut chercher en nous le problème. Est-ce que nous sommes victimes de l'infobésité? Est-ce que nous sommes victimes de suffisance? Est-ce que nous avons oublié, par exemple, de nous remettre en question à un moment donné ou à un autre? Est-ce que nous avons dit au revoir à l'excellence et que là maintenant nous nous contentons de la médiocrité parce qu'on se dit je me suffis, mes résultats prouvent que je suis bon, alors il n'y a plus besoin de trop travailler? Ou alors nous sommes victimes de l'imposture, c'est-à-dire que nous avons tellement travaillé, à un moment donné, on ne croit plus en soi, on s'auto-sabote, comme certaines personnes. Ils vous disent, non, je l'ai fait par chance. Non, ce n'est pas la chance. C'est qu'en fait, il a travaillé, mais comme il ne croit pas en lui, il a l'impression que n'importe qui au monde aurait pu prendre sa place et décrocher les mêmes résultats, ce qui est faux. Merci beaucoup Francis, coach Francis Héret, qu'on retrouve sur les réseaux sociaux francishéret.com pour avoir plus d'informations à propos. Et si vous avez besoin justement d'être coaché, surtout les entrepreneurs et en entreprise, c'est bien de faire appel à lui. Il est super cool. Merci tonton Calvino. Merci, et puis il y a Cathy qui nous regarde certainement du côté de Kumba. Nous te faisons un gros coucou. Merci à Adonis Yamen, à Yvan Babo, mes belles nénés chéries, à tous et à tous ceux qui ont été des nôtres. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés pendant ces 2 heures pour nous écouter et nous regarder. Demain, c'est un autre jour. On va recevoir le pasteur, le révérend Messina encore pour la deuxième partie du sujet de la semaine dernière entamé. D'ici là, portez-vous bien et restez en compagnie des programmes de STV. Dieu vous bénisse. Ciao.